Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos commentaires, pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester informé bien sûr. Cette séquence vidéo se penche sur cette démocratie qui est désormais en panne, en pénurie, une inflation avec des grèves renversant cette Tunisie au bord du chaos sans précédent, un chaos sans précédent, et c'est le cas de le dire. Des manifestants tunisiens participent à un rassemblement contre ce président qui est ce Kais Saïd à l'appel de la coalition d'opposition Front de Salut National à Tunis le 9 avril dernier déjà. Et c'est un entretien qui explique un tout petit peu cela à travers questions-réponses. Et la référence, bien entendu, se trouve dans la description de cette séquence vidéo. Et la seule démocratie née du printemps arabe se trouve dans une zone grise entre guillemets, alors que les libertés individuelles des Tunisiens sont grignotées petit à petit. En tout cas, c'est que se soutient le politologue tunisien Hamadi Ridissi, avec des questions-réponses. Hamadi Ridissi est un universitaire, islamologue et politologue tunisien. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la Tunisie, dont La tentation populiste, les élections de 2019 en Tunisie, et édité chez Ceres en 2020. Question venant du Figaro, donc réponse entre le Figaro et justement Hamadi Ridissi. La question venant du Figaro, le président Kais Saïd a pris le pouvoir le 25 juillet 2021 par un coup de force. Quelle est la situation politique dans le pays depuis? Et la réponse de Hamadi Ridissi: depuis le 25 juillet 2021, la situation est inquiétante car on ne sait pas où l'on va. Ce jour-là, le chef de l'État a procédé à un coup de force, un auto-coup d'État, en s'appuyant sur l'article 80 de la Constitution tunisienne. Il confère les pleins pouvoirs. Cet article confère les pleins pouvoirs constitutionnels au chef de l'État pour une durée limitée en cas de péril imminent menaçant la sécurité, l'indépendance du pays et le bon fonctionnement des institutions. Kais Saïd est même allé au-delà de cet article en révoquant le gouvernement et en suspendant les travaux du Parlement. Le 22 septembre 2021, il a franchi un nouveau cap en sortant du cadre constitutionnel. Il s'est arrogé par décret tout le pouvoir exécutif, s'est emparé du pouvoir législatif et a suspendu la Constitution. Il s'est mis à gouverner par des décrets-lois, lesquels ne sont plus susceptibles d'être annulés par le tribunal administratif. Il a ensuite déployé sa stratégie sous la forme d'un rouleau compresseur. Sur les 2 années écoulées, il a dissous le Conseil supérieur de la magistrature et il a limogé 50 magistrats. Il a dissous le Parlement et les conseils municipaux. Il a ensuite mis en place son nouvel agenda politique. Il a organisé un référendum sur une nouvelle constitution avec un taux de participation à 30%, précédé d'une consultation digitale
sur le même sujet avec un taux de participation ridicule. Il a finalement organisé des élections législatives en décembre 2022 et janvier 2023, auxquelles seulement 11,4% des Tunisiens ont participé. C'est une situation où un seul gouverne avec des pouvoirs pharaoniques. Le chef de l'État possède la totalité du pouvoir exécutif, passe un parlement croupion et donc sans contre-pouvoir. Autre question du Figaro. Mais que reste-t-il de la démocratie tunisienne encore si jeune? Et la réponse de cet universitaire, c'est très difficile de répondre de manière arrêtée, car les Tunisiens sont dans une zone grise. Sur le plan institutionnel, c'est un pouvoir dictatorial, car c'est le pouvoir d'un seul. Sur le front des libertés, il y a des entorses flagrantes aux droits individuels et aux libertés des politiques. Il y a eu des arrestations dans le monde politique et des médias, et notamment un certain directeur de Mosaïque FM, Nourdine Boutar. Une vingtaine de personnes a été également arrêtée en février dernier, accusées cette fois-ci, entre guillemets, de complot contre la sûreté de l'État. Parmi eux, on compte également d'anciens ministres des hommes d'affaires. Figaro, encore une question. Le risque est qu'à terme, nous atteignions un système autoritaire et complètement fermé sur le modèle d'un certain Zine l'Abidine Ben Ali. Et la réponse fuse de cet universitaire. La Tunisie est une ligne de crête, mais les médias se sont tous mis au pas. Un exemple parlant, à l'occasion de la Foire internationale du livre, 2 ouvrages avaient été retirés par le pouvoir. Le Frankenstein tunisien et Raïs, premier président d'un bateau ivre. Ces 2 ouvrages ont été retirés. Et face à la contestation, le pouvoir a cependant dû reculer. On voit que le pouvoir hésite à sauter le pas, c'est-à-dire à passer d'une politique autoritaire à un système autoritaire. C'est pour cela que l'on peut parler de zone grise. Donc passer d'une politique autoritaire à un système autoritaire, à savoir rien ne change. Progressivement, les libertés individuelles sont grignotées et le risque est qu'à terme, nous atteignions un système autoritaire et complètement fermé sur le modèle d'un certain Zine l'Abidine Ben Ali. Et les Tunisiens, donc, sont sur une ligne de crête. La vie au quotidien, la violence dans les stades, tout cela participe à un climat d'incertitude. La Tunisie a-t-elle encore une chance de s'en sortir et de revenir à un cadre démocratique? Et là, les avis sont partagés. Mais pour le Figaro, d'un point de vue économique et social, la Tunisie est-elle au bord du chaos? Et pourquoi un tel immobilisme depuis plus d'1 an et demi? Et cet économiste, professeur, aussi analyste, à propos de l'économie tunisienne, répond que c'est une économie sinistrée, mais elle n'est pas totalement au bord du gouffre, car elle a encore quelques réserves pour les mois à venir. Le rythme de croissance depuis 2011 est de 1,3%, la dette extérieure a doublé depuis 2010, le taux d'inflation est de 15,2% et le taux de chômage est d'un peu plus de 15%. Le chômage des diplômés, l'absence de création d'emplois, ce sont autant d'éléments structurels qui font que le pays a décliné. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle le 25 juillet
jour du coup de force du président, a été accueilli avec soulagement, sinon enthousiasme, par une bonne partie de la population. Depuis plus d'un an et demi maintenant, la Tunisie négocie avec le FMI, le Fonds monétaire international, pour un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars, mais sous condition. Mais il y a un double problème. L'État rechigne tout d'abord à mettre en œuvre des réformes demandées par le Fonds monétaire international, c'est-à-dire la réduction de la masse salariale, le décrochage progressif de la subvention au titre de la caisse de compensation et la restructuration des entreprises publiques, car ce dernier demande, donc ce Fonds monétaire international, demande à ce que les réformes soient lancées avant la libération des prêts. Mais Kais Saïed, lui, de son côté, exige tout à fait le contraire. Le deuxième problème est bien plus grave. C'est le décalage entre le discours rhétorique et souverainiste du chef de l'État, qui affirme que la Tunisie n'a pas à recevoir de diktat d'institutions étrangères internationales, et le discours technocratique du gouvernement. C'est pour cela que de nombreux Tunisiens craignent que l'économie s'effondre. Sans ce prêt du FMI, les budgets de 2022 et 2023 ne pourront être bouclés et le pays ne recevra pas d'investissement étranger. Et de rétorquer, Le Figaro, dans ces conditions, quel est l'état d'esprit des Tunisiens? Les Tunisiens, pour cet universitaire, ce professeur, les Tunisiens pensent principalement à leurs conditions de vie. D'abord, à cause des pénuries de matières premières et de produits de première nécessité, mais aussi du renchérissement du coût de la vie. Pour le moment, il n'y a pas de réaction populaire à grande échelle. Il y a cependant des grèves et des tentatives de négociation. Ils sont par ailleurs mitigés dans l'esprit d'une grande partie des Tunisiens. Le chef de l'État les a débarrassés de l'islam politique. Quant aux forces d'opposition, elles peinent à s'organiser de manière cohérente et la situation est confuse. Le Figaro vient encore avec cette question, et quelle est aujourd'hui la position des Tunisiens vis-à-vis de l'islam politique, et notamment après l'arrestation du chef d'Ennahda en avril dernier, Rachid Ghannouchi. L'islam politique, pour cet universitaire, c'est la grande déception des Tunisiens. Ils sont passés de la fascination à la détestation. Ils ont fait confiance massivement au parti Ennahda, aux élections de 2011, qui a obtenu moins de voix en 2014 et encore moins en 2019, sont totalement périclités. La crise rattrape l'islam politique, accusé d'en être le seul responsable, quoiqu'il ait toujours gouverné avec des laïcs. Et ainsi, l'islam politique ne s'est pas dissous dans l'urne, mais dans le panier de la ménagère. Entre-temps, le parti est passé du piétisme, si on peut l'appeler ainsi, à l'affairisme, de l'islamisation de la société au clientélisme. Et Kais Saïed, qui a été élu avec les voix des islamistes, l'a bien compris. Il solde le compte aujourd'hui. En récompense, il arrête Rachid Ghannouchi, l'homme le plus détesté des Tunisiens, tous sondages confondus, depuis une dizaine d'années, sur un délit d'opinion. Et si ceux qui le soutiennent dans sa démarche n'en ont cure, ils abominent autant Rachid Ghannouchi qu'ils haïssent la démocratie. De nouveau, le parti se ressource dans le droit de révolte contre la tyrannie. Dire donc que l'islam politique est fini, c'est aller vite en besogne. Le parti vient de remporter les élections estudiantines pour la
énième fois. Mais alors, pour le Figaro encore, le chef de l'État avait récemment tenu des propos sur les migrants subsahariens, en reprenant le concept de grand remplacement, entre guillemets. Pourquoi cette soudaine prise de position? Et pour toujours cet universitaire qui répond, il y a deux raisons à cela. Une raison contingente d'abord, celle de la pression italienne sur l'immigration, sur la capacité de la Tunisie à contenir le flot d'immigrés qui souhaitent rejoindre les côtes italiennes. La raison de fond, c'est que le chef de l'État est prisonnier de son discours populiste. Ce dernier s'attaque à la fois aux ennemis intérieurs, c'est-à-dire les élites corrompues, les spéculateurs, les traîtres, mais également aux ennemis extérieurs sous la double forme du diktat des puissances étrangères et des immigrés. La rhétorique populiste consiste à se créer un ennemi commun. C'est un épisode douloureux pour la conscience nationale. Et le Figaro continue dans ses questions avec celle-ci. Mais que peut-on dire de l'attaque qu'il y a eu dans la synagogue de la Ghriba à Djerba, faisant 5 morts le mercredi 10 mai dernier? La réponse de cet universitaire: pour la Tunisie, c'est un jour de deuil. Les compatriotes de confession juive ont été frappés dans leur chair vive par une attaque meurtrière à la synagogue de la Ghriba. Trois agents de police ont également été tués dans l'opération. Or, on pensait avoir réduit le terrorisme à néant. Après un silence pesant, l'attaque du 10 mai 2023 a été qualifiée d'acte criminel et non de terroriste par l'État tunisien, ce qui est honteux. Le parquet antiterroriste français a ouvert ce jeudi 11 mai dernier une enquête à ce sujet. Et la police, le ministère de l'Intérieur et l'armée ont fourni un immense effort pour juguler ce fléau. Mais il est indépendant de la nature du régime et n'a pas entièrement cessé. En ce sens, le fléau terroriste doit être combattu par 3 choses. En premier lieu, par une politique sécuritaire, sans laquelle cette lutte est un peu un vœu pieux. Deuxièmement, il faut une éducation à la tolérance dès le plus jeune âge et par-delà les réseaux sociaux, lutter contre l'antisémitisme, l'antijudaïsme et le racisme, mais aussi la haine des femmes. Enfin, le troisième point est politique. Sans front uni et démocratique de toutes les forces tunisiennes, le terrorisme ne sera pas maîtrisé. C'est le talon d'Achille de la Tunisie. Et cela advient à la veille d'une saison touristique qui apparaissait pourtant prometteuse pour le pays en souffrance économique. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, afin d'être informé et en partageant autour de vous les séquences de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.